Donc, je reprends, n'hésitez pas, si vous vous posez des questions, allez les voir cette semaine, profitez-en avant qu'ils rentrent en France. Là, c'est déjà plus difficile pour communiquer. C'est libre, donc n'ayez aucun blocage. Très bien, nous allons continuer maintenant avec l'aspect fiscal de ces retraites. Vous allez les toucher, mais malheureusement, il va falloir payer des impôts, enfin des taxes, des impôts en France et puis aux États-Unis. Heureusement, il y a une convention, donc Olivier va vous expliquer comment fonctionne tout ça. Olivier, à toi. Merci Marie, bonsoir à tout le monde. Donc maintenant, après vous expliquer un petit peu la partie retraite et mode de calcul, vous pouvez bouger le... je vais avoir la lourde tâche de vous on voit pas l'écran. Donc il commence à être un peu tard. Donc on est parti. Alors, ce soir je vais vous parler essentiellement de la fiscalité des retraites, que ce soit retraite américaine ou retraite française en fonction de votre statut au moment où vous allez prendre votre retraite. Donc tout d'abord il faut savoir que les États-Unis et la France ont conclu des conventions fiscales. On en a 3 à ce jour, je dirais même 4 maintenant. Une qui concerne l'impôt sur revenu, c'est la convention fiscale qui a été signée en 1994 et qui a été amendée à plusieurs reprises, et le dernier en date de 2009 et concerne notamment les taxations des retraites. La deuxième convention fiscale concerne les successions et donations, qui est une très très bonne convention fiscale. Elle a été signée en 1978. Alors il faut savoir que les États-Unis n'ont signé que 8 conventions fiscales sur les successions et donations, avec 8 pays, pardon, donc dont la France. Donc là aussi, il faut bien connaître cette convention. Et enfin, il y a l'accord, ce qu'on appelle l'accord de sécurité sociale, ce qu'on appelle ici aux États-Unis le Totalization Agreement, qui a été signé en 1987 entre la France et les États-Unis, dont vous a parlé notamment Philippe. La plupart des accords dont Philippe vous a parlé ce soir sont dans cet accord de sécurité sociale. Donc vous pouvez les télécharger à la fois en français et en anglais, avec les explications en plus de cela. Enfin, un dernier accord qui a été signé, dont beaucoup ont dû entendre parler parmi vous, c'est ce qu'on appelle l'accord FATCA. C'est le Federal Grand Tax Compliance Act, qui a été donc signé entre la France et les États-Unis le 14 novembre 2013. Alors pour rappel, c'est quoi la FATCA? C'est l'obligation des établissements financiers qui sont situés en dehors des États-Unis de divulguer de façon automatique des informations bancaires que les résidents fiscaux américains détiennent dans des comptes en banque à l'étranger. J'insiste bien, de façon automatique. Si certains d'entre vous n'ont pas déclaré leur compte en banque, ou leurs assurances vie par exemple, ne pensez pas que le pas vu pas pris, ça marche encore, ça ne marche plus. J'insiste bien, c'est automatique dans le cadre de cet accord FATCA. Même par exemple des pays comme le Luxembourg ou Hong Kong ont signé l'accord FATCA avec les États-Unis. Chose importante à connaître également, c'est que ces conventions fiscales sont applicables au niveau de l'impôt fédéral, mais ce dont je vais vous parler ce soir ne s'applique pas au niveau de l'État de Californie. Je le préciserai à chaque fois, mais les exemptions qui vont être accordées par la convention fiscale le seront pour notre impôt fédéral, mais pas pour l'impôt de l'État de Californie, parce que l'État de Californie ne reconnaît pas les conventions fiscales qu'ont conclues le gouvernement fédéral. Il y a certains États qui les reconnaissent, mais la Californie fait partie des États qui ne le reconnaissent pas explicitement. Donc, ce soir, c'est surtout la convention fiscale de non-double imposition, d'imposition sur le revenu, qui a été signée en 1994, dont nous allons parler. Et un article qu'il faut bien connaître, qui concerne les retraites, c'est l'article 18 de la convention fiscale franco-américaine. Alors, qu'est-ce qu'il dit cet article 18? Premier cas de figure, je vais vous prendre le cas de figure d'un Français qui, au moment de prendre sa retraite, est résident fiscal américain, donc il habite aux États-Unis, en l'occurrence à San Francisco, ou alors quelqu'un qui est citoyen américain. Puisque je vous rappelle, entre parenthèses, que par principe, quand on est citoyen américain, on est redevable de son impôt aux États-Unis sur ses revenus mondiaux, et ce, peu importe où on habite. Si je passe 0 jours sur le sol américain, à partir du moment où je suis citoyen américain, je continuerai à payer mes impôts sur mes revenus mondiaux aux États-Unis. C'est le principe de saving clause. Pour rappel, il n'y a que 2 pays qui ont ce principe-là, les États-Unis, pardon. La France, ils ont essayé, à un moment, ils n'ont pas pu.
les États-Unis et l'autre pays, c'est l'Iran. Voilà, petite anecdote. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle dit cette convention fiscale dans le premier cas de figure? Ce qui est important de savoir, c'est que la convention fiscale dit la chose suivante, qui est assez simple. Les retraites sont taxables uniquement et exclusivement, je dis bien exclusivement, dans le lieu de cotisation. À partir du moment où elles répondent à un emploi qui a été effectué dans un autre pays. Donc, en l'occurrence, en France ou aux États-Unis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, dans mon cas de figure, j'habite à San Francisco, je touche des retraites françaises. Ces retraites françaises seront taxables uniquement, et je dis bien uniquement et exclusivement, en France. Ça, c'est ce que précise bien la convention fiscale. Vous savez que dans la plupart des cas, quand on dit « je suis taxable » sur mes revenus mondiaux, donc si j'ai des revenus en France, en général, par exemple des revenus fonciers, je paye mon impôt d'abord en France. Ensuite, ces mêmes revenus fonciers, je les rajoute à mes revenus américains. Je calcule mon impôt américain et j'ai un crédit d'impôt qui correspond à l'impôt français que j'ai payé en France. Dans ce cas de figure des retraites, c'est un calcul qui est totalement différent. Puisque je n'ai pas à déclarer mes retraites françaises sur ma déclaration fiscale américaine au niveau fédéral. Hein, nous, on voit régulièrement 70% des gens qui viennent nous voir, quand ils prennent leur retraite française, ils taxent leur retraite en France, à juste titre, ils ont raison, mais la retaxent aux États-Unis. Et ça, c'est faux. La Convention précise que je n'ai pas à déclarer et à payer un impôt sur ces retraites au niveau fédéral. Peu importe mon statut fiscal, même si je suis citoyen américain, j'ai cette exonération. C'est un des rares cas où la ceiling clause ne s'applique pas. Et ça, c'est clairement défini dans la convention fiscale entre la France et les États-Unis. Donc, dans mon cas de figure, ces retraites, elles ne seront pas taxables vis-à-vis de l'impôt fédéral américain. Je vous montrerai un exemple après parce que c'est une vraie optimisation pour nous. Ils seront intégrés en revanche aux revenus californiens. N'oubliez pas, la Californie ne reconnaît pas la convention fiscale, donc malheureusement, ces retraites, je vais devoir payer un impôt dans l'État de Californie. Je n'en payerai pas au niveau fédéral, mais j'en paierai un au niveau de l'État de Californie. Donc il faudra bien penser à les intégrer dans sa déclaration au niveau de l'État de Californie, si j'habite en Californie au moment de percevoir ma retraite. Et enfin, ils seront taxés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, exclusivement en France. Je vous montrerai les tranches d'imposition. Et ils seront assujettis à une cotisation d'assurance sociale, puisque en fait, comme l'a bien évoqué Philippe tout à l'heure, le fait de bénéficier de la retraite française donne le droit à une protection sociale, une protection médicale, et à ce titre, nous ne sommes pas assujettis à la CSG-CRDS en tant que non-résident fiscal français sur les retraites françaises, mais nous sommes assujettis à une cotisation d'assurance sociale qui varie entre 3,2% pour les régimes de base et 4,2% pour les régimes complémentaires. Donc ces cotisations-là se déduiront de ma base de retraite française pour calculer mon impôt français. Pour rappel, je parlerai après, les prélèvements sociaux sur les retraites pour un résident fiscal français, les fameux CSG-CRDS, ils sont aujourd'hui de 9,1%. On gagne quand même de l'argent, entre guillemets, par différentiel, puisque nous, on va payer entre 3,2 et 4,2% si nous ne sommes pas résidents fiscaux français. Au niveau américain, donc comme je l'évoquais tout à l'heure, les produits de retraite américains, eux, ils seront taxables dans le lieu de cotisation, donc en l'occurrence aux États-Unis. J'aurai rien à faire en France parce que n'oubliez pas, au moment de ma retraite, je suis résident fiscal californien. Donc en France, je n'ai pas à déclarer mes revenus étrangers parce que je suis non-résident fiscal français. Et donc, je serai taxable au niveau de l'impôt fédéral et au niveau de l'impôt californien sur mes retraites américaines. Donc ça, c'est notre premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est maintenant, au moment de ma retraite, je décide de rentrer en France et de vivre en France. Donc je suis résident fiscal français. Et là, on va avoir plusieurs cas de figure. D'abord, n'oubliez pas, du côté français, ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, c'est que les produits de retraite français sont taxables dans le lieu de cotisation. Donc de toute façon, ils sont taxables en France. En plus, je suis résident fiscal français. Donc je paierai l'impôt sur le revenu en France sur ces retraites. Mais ce qui va s'y rajouter, ça va être les prélèvements sociaux, puisque je bénéficie en France, vous savez, quand on est résident fiscal français, on bénéficie de façon en général automatique, après un certain nombre de mois, du système de protection sociale français.
Et donc, la conséquence de tout cela, c'est qu'on doit payer des prélèvements sociaux, et que sont la CSG-CRDS, et la CSG-CRDS sur les retraites, a augmenté de 1,7% depuis le 1er janvier 2018, donc ils sont aujourd'hui de 9,1% sur ces retraites françaises quand on est résident fiscal français, quand on prend sa retraite. Donc ça, c'est du côté retraite française. Maintenant, je suis résident fiscal français et je touche les retraites américaines au moment où je prends ma retraite. Je suis en France. Donc, premier cas de figure, n'oubliez pas ce que j'ai dit tout à l'heure, lieu de cotisation, convention fiscale, article 18. Donc, ces retraites américaines, je veux payer mon impôt toujours au niveau fédéral. Je ne paierai plus de la Californie, puisque j'y habite plus, je suis résident fiscal français. Mais je paierai mon impôt au niveau fédéral, puisque c'est une retraite américaine, donc je suis taxable dans le lieu de cotisation. Du côté de la France, je ne serai pas taxable, ces retraites étrangères américaines viendront dans le calcul de ma tranche d'imposition française, mais ça sera neutralisé par un crédit d'impôt qui correspondra à l'impôt français. Donc en théorie, je ne devrais pas être impacté de façon négative. En revanche, parce qu'on a souvent tendance à méconnaître, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis résident français, je bénéficie de la protection sociale française, et à ce titre, je dois payer mes prélèvements sociaux sur mes retraites, qu'elles soient françaises ou étrangères. Donc j'ai un 401k, je suis en France, où j'ai Social Security, ma retraite, donc la Social Security, que je touche, je suis en France. Au niveau de mon impôt, je paierai mon impôt aux États-Unis, lieu de cotisation. En France, au niveau de l'impôt de la France, je neutraliserai. En revanche, je vais devoir payer 9,1% de cotisation sociale sur mes retraites étrangères. Hein, ça, c'est une loi qui s'applique depuis 2012, depuis le gouvernement de François Hollande qui a instauré cette CSG-CRDS sur les retraites étrangères. Malheureusement, il n'y a pas eu d'amendement, quel que soit au niveau des conventions fiscales. Donc, on n'a aucune façon d'y déroger. La seule façon de déroger à cette cotisation sociale serait de prouver à l'administration française qu'on ne bénéficie pas du système de protection sociale français. En général, quand on habite en France, la première chose qu'on fait, c'est de bénéficier du système de protection sociale français. Hein, donc les textes sont clairs, c'est à partir du moment où on bénéficie du système de protection sociale français, on doit payer des prélèvements sociaux sur ces retraites, qu'ils soient français ou étrangers. Donc ça, c'est une vraie double imposition qu'on a souvent tendance à oublier, parce que là, on aura une friction qui sera quand même assez conséquente, ce sera 9,1%. Donc pensez bien, avant de rentrer en France, de bien étudier ce que vous avez comme placement, si ça vaut le coup ou pas de liquider son 401k avant ou pas, parce qu'il y aura un impact fiscal qui sera au niveau de ces prélèvements sociaux. Après, on va avoir plusieurs situations au niveau de l'impôt fédéral, que je vous évoque maintenant, parce que là, ça peut se compliquer. Premier cas de figure, donc j'habite en France, je touche une retraite américaine, et quand j'étais aux États-Unis soit avec un visa de travail, quand j'y travaillais, ou alors j'avais une carte verte, mais j'ai rendu cette carte verte 8 ans avant son délai avant l'expiration du délai d'obtention. Je m'explique, c'est-à-dire que si j'ai eu ma carte verte par exemple en 2010, je l'ai rendue avant l'année 2017, puisqu'on compte par année calendaire, hein, 2010 ça compte une année pleine, et donc si je rends ma carte verte avant ce délai de 8 ans, je ne suis pas considéré comme ce qu'on appelle la notion de covered expatriate, on va en parler après, et donc à ce titre-là, je vais être taxé sur mes retraites de façon assez simple. Je paierai une retenue à source de 30% au niveau des retraites que je vais toucher, par exemple mon 401k, parce que je serai non résident fiscal américain, parce que j'aurai plus rien à voir avec le fisc américain. Donc j'aurai une retenue à source qui sera pratiquée au niveau de mon 401k, par exemple au niveau de ma Social Security de 30%. Je déposerai après une déclaration fiscale de non-résident aux États-Unis, dans lequel on calculera l'impôt réel, et à cet impôt réel, on va soustraire l'acompte d'impôt de 30% qu'on a effectué, on sera remboursé du différentiel. Ça, c'est une situation qui est assez simple. Deuxième cas de figure, j'avais donc une carte verte, que j'avais depuis plus de 8 ans, et j'ai abandonné ma carte verte quand je suis rentré en France. J'ai rendu. Ou alors j'avais mon passeport américain et je l'ai rendu. Il faut savoir qu'il y a une notion aux États-Unis qui s'appelle la notion d'exit tax, d'expatriation tax. Qu'est-ce qu'elle dit cette expatriation tax? Elle a regardé déjà la situation de la personne. Si une personne a rendu une carte verte, qu'il avait depuis plus de 8 ans pour des 15 dernières années,
Ou alors, si une personne rend son passeport américain, elle rentre dans l'application de l'expatriation tax. Premier critère. Donc, si on remplit ce premier critère, on va regarder deux autres critères. Si l'impôt moyen de mes 5 dernières années était de 162 000 $ par an, je parle d'impôt, je rentre dans le critère d'exit tax. S'il était inférieur, on regarde un deuxième critère, qui est le patrimoine mondial. Si mon patrimoine mondial est supérieur à 2 millions de $, je suis assujetti à l'exit tax. J'entends par patrimoine mondial, c'est tous les actifs qu'on a, financiers, immobiliers, aux États-Unis et en France ou ailleurs, et également les retraites. Les retraites sont considérées comme un patrimoine financier et rentrent dans ce calcul des 2 millions de $. Donc une fois que j'ai calculé, j'ai fait tous ces 2 millions de $, l'administration américaine dit « Ok, vous rendez votre carte verte, donc vous devez payer une exit tax sur tous les revenus que vous n'avez pas, les revenus latents que vous n'avez pas liquidés, ou sur toutes les plus latentes que vous avez réalisées au moment où vous rentrez en France. Vous rendez votre carte verte. Et malheureusement, dans ce qu'on appelle ces revenus différés, on a tout ce qui est deferred compensation, 401k, ou autre type de retraite comme IRA. Et le fisc américain va dire, ok, vous voulez rendre votre passeport américain ou votre carte verte, et bien on considère que c'est comme si vous liquidiez par exemple votre 401k. C'est comme si je rendais mon 401k au moment où je rendais ma carte verte. Beaucoup de gens qui oublient ça. Même si je ne l'ai pas touché physiquement, même si j'ai touché 0 $. Donc le fisc américain va vous dire, ok, je peux comprendre que vous ne pouvez pas payer l'impôt tout de suite, parce que vous pouvez demander un sursis d'imposition. Donc parce qu'on aura deux cas de figure, c'est soit on paye tout de suite l'impôt, parce que l'accumulation du 401k sera taxée soit tout de suite, soit on va dire je n'ai pas l'argent pour le payer, donc on va demander de différer l'impôt au moment de la distribution. Mais malheureusement, quand on demande de différer cet impôt au moment de la distribution, on renonce aux avantages fiscaux qu'on a au niveau de la retraite. Je m'entends, c'est-à-dire que toute distribution ultérieure du 401k sera assujettie toujours à cette retenue à source de 30% que j'évoquais tout à l'heure, mais cette retenue à source sera libératoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sera mon impôt définitif de 30%. Je n'aurai plus la possibilité de déposer une déclaration fiscale après de non-résident et de me faire rembourser du trop payé que j'aurais effectué. Donc en gros, ça revient à dire que je paierai 30%, mais en général, je n'ai pas trop le choix puisque je ne vais pas payer tout de suite un impôt sur un 401k que je n'ai pas encore liquidé ou pas encore touché. Donc il faut bien connaître ce concept d'exit tax, parce qu'il y a beaucoup de gens qui rendent leur passeport ou qui rendent leur carte verte et ils oublient qu'il y a toutes ces démarches à accomplir. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'officiellement avec le fisc américain, même si vous avez rendu votre carte verte il y a 20 ans, à partir du moment où vous n'avez pas accompli vos démarches d'exit tax, vous restez résident fiscal américain jusqu'à ce que vous soyez à jour de vos obligations fiscales. Ça veut dire que si quelqu'un a rendu sa carte verte il y a 10 ans, il n'a jamais liquidé, jamais fait son exit tax, il aurait dû continuer à faire une déclaration fiscale de résident pendant 10 ans. Ça veut dire qu'il est, entre guillemets, en défaut vis-à-vis de l'administration américaine, avec tout ce qui est compte en banque à l'étranger, qu'il aurait fallu déclarer, et l'impôt qu'il aurait fallu payer. Donc il faut bien connaître cela, parce qu'on reste sous l'égide du fisc américain tant qu'on n'est pas à jour de cela. Autre exemple, certaines personnes souvent disent « Moi je rends mon passeport américain, je rends ma carte verte depuis 8 ans, je paye ma petite exit tax et je suis tranquille de toute façon, après j'aurai un patrimoine qui grandira. » Sauf que quand on fait ça, donc c'est la notion, il faut bien retenir, c'est la notion de covered expatriate. Sauf que quand on fait ça, et que si on a des enfants qui restent américains, qui gardent leur carte verte, ils vont être pénalisés à vie sur tout ce que vous allez leur transmettre. Quelqu'un qui rend son passeport américain ou sa carte verte qui a depuis 8 ans, si ses enfants sont américains ou carte verte, sur tout ce que les enfants vont toucher ou hériter de ses parents, ils vont avoir une taxe de 40%. Sans abattement, parce que vous savez qu'aujourd'hui, on a le droit à un abattement de 11 millions de $ sur sa succession en tant que résident américain. Et ça, on n'y aura plus le droit. Donc là aussi, beaucoup de gens oublient de faire le pont en disant attention, il y a mes enfants derrière aussi. Donc c'est pour ça que c'est une stratégie globale. Souvent, les gens disent oh, j'en ai marre, je rends mon passeport américain, c'est trop de paperasserie et tout. Mais on oublie les conséquences fiscales que ça peut générer. Et il y a d'autres façons qui peuvent permettre de limiter ces conséquences fiscales. Mais il faut faire attention parce que quand on rend son passeport ou on rend sa carte verte, ça peut avoir des conséquences qui sont embêtantes. C'est pour ça que je vous avais dit que c'était quand même lourd. Donc qu'est-ce qu'on entend par retraite au niveau du côté français? On a tout ce qui est régime de base de sécurité sociale, dont a parlé Philippe tout à l'heure.
on a tout ce qui est régime complémentaire, on a également tout ce qui est la Caisse des Français à l'étranger, bien évidemment, et enfin tout ce qu'on appelle les régimes supplémentaires conclus dans le cadre de l'entreprise ou de la branche. Ça veut dire quoi, par exemple, des plans de retraite conclus dans le cadre de la loi Madelin. Le salarié est tenu d'adhérer à ces cotisations, donc ça veut dire à ce plan de retraite, donc ça veut dire qu'on le considère comme un plan de retraite au niveau de la convention fiscale. Donc, je voulais évoquer ça déjà rapidement, en fait. Hein. Comment l'impôt va être acquitté quand on prend sa retraite? Alors, du côté français, si je suis résident fiscal américain, donc j'habite à San Francisco et que je touche des retraites françaises, l'administration française doit normalement la caisse de retraite française, excusez-moi, doit vous prendre à la source, je vous montrerai après, un impôt, hein, qui va de 0% si on est en dessous des plafonds jusqu'à 20%. Et ensuite, on va déposer sa déclaration fiscale, on calculera l'impôt définitif, et s'il y a un complément à payer, on le paiera en France. Ça, c'est du côté français. Maintenant, du côté américain, si je suis résident fiscal français et que j'ai des retraites américaines, comme je l'évoquais tout à l'heure, on aura plusieurs situations. Première situation, c'était une situation simple, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est j'avais un visa de travail ou j'ai rendu une carte verte avant le délai de 8 ans, et auquel cas, je paierai une retenue à source de 30%. Après, je déposerai ma déclaration de non-résident et je me ferai rembourser du différentiel entre l'impôt définitif et l'acompte que j'ai calculé 30%. Ou alors l'autre cas particulier, quand je vous évoquais tout à l'heure, c'est si j'ai demandé un sursis d'imposition dans le cadre de mon exit tax parce que j'étais assujetti à mon exit tax, je me retrouverai à payer un prélèvement libératoire de 30%. Ce sera, encore une fois j'insiste, libératoire. Ce ne sera plus un acompte, ce sera plus considéré comme un acompte. Alors ça, c'est les tranches d'imposition en France. Alors c'est là où ça, on va parler un peu de bonnes nouvelles quand même, c'est là où c'est plus sympa dans la convention fiscale. Pourquoi? Parce que, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est quand on a une retraite française et qu'on est résident fiscal américain, donc non résident fiscal français, les retraites sont taxables exclusivement dans le lieu de cotisation, donc en France. Donc quelqu'un qui touche une retraite française, allez, on va dire, qui est de 14 000 euros, en général, je ne suis pas des grosses retraites, mais qui est, admettons, dans le premier cas de figure, 14 000 euros, s'il n'y avait pas de convention fiscale, on se serait dit, voilà, j'ai 14 000 euros, c'est 14 000 euros auxquels je ne paie pas d'impôt en France, puisque c'est la loi interne, je suis à 0%, mais aux États-Unis, au niveau fédéral, ces 14 000 euros, il faudrait que je les rajoute à mes autres revenus américains. Donc imaginons que ma tranche marginale d'imposition aux États-Unis, parce que j'ai des 401k, ou j'ai d'autres plans d'investissement, j'ai des placements financiers, si ma tranche marginale était de 25%, sur ces 14 000 euros, je devrais payer 25% aux États-Unis, puisque je n'aurais pas de crédit d'impôt, puisque je ne paie pas d'impôt en France. Sauf que grâce à la convention fiscale, la convention vous dit, ces 14 000 euros sont taxables en France, ok, en France, on est dans la tranche à 0, et aux États-Unis, convention fiscale, je paie 0 au niveau fédéral. J'aurai toujours mon impôt de Californie à payer, mais ça ne changera rien, parce qu'on ne connaît pas la convention fiscale. Mais là, c'est une vraie optimisation. Même quelqu'un qui gagne, par exemple, les 40 000 euros, même 40 000 euros, on va payer en moyenne peut-être 13 ou 14% d'impôt en France sur ces 40 000 euros. Sachant que ces 40 000 euros, on aura, avant de les taxer, un abattement qui est de 10% par foyer fiscal et qui est plafonné à 3 752 euros. Et on y déduira également les fameuses cotisations d'assurance sociale dont j'évoquais tout à l'heure, entre 3,2 et 4,2. Donc les 40 000 euros taxables, ça va peut-être être équivalent à 46 000 euros que j'ai touchés. Et c'est ces 46 000 euros, en plus, qui auraient été taxés aux États-Unis, puisque aux États-Unis, contrairement à la France, on est taxé sur ses revenus bruts, on ne déduit jamais ses cotisations sociales. Alors qu'en France, quand on calcule l'impôt, on déduit ses cotisations sociales. Puis on a souvent le droit à des abattements. Donc c'est toute la différence. Donc c'est là où vous avez une vraie optimisation, parce qu'on va se retrouver dans des situations où du coup, on sera plus optimal. Et si du coup vous avez plus de 40 000 euros de retraite, tout ce qui est partie supérieure à 40 000 euros sera rajouté à vos autres revenus de source française. Par exemple, si vous avez des revenus fonciers en France de 30 000 euros, si vous avez une retraite de 60 000 euros, tout ce qui sera au-dessus de 40 000 euros, les 20 000 euros seront rajoutés à vos revenus fonciers français de 40 000 euros. Et là, on calculera votre impôt en France, suivant les règles françaises, avec toujours un taux minimum, parce que quand on est non-résident, à part ces premières tranches au niveau des retraites, on paye un impôt minimum de 20% sur ses revenus. On en a beaucoup parlé, si vous avez suivi l'actualité au cours des dernières semaines, parce que ça fait partie d'un projet de loi fiscale de potentiellement supprimer l'impôt minimum de 20% en France pour les non-résidents. Ça veut dire parce qu'aujourd'hui, par exemple, si on a des revenus en France, je fais abstraction de cette partie retraite, mais si on a par exemple des revenus fonciers en France qui font 40 000 euros,
En général, quand on calcule l'impôt français, on est inférieur à 20%. Parce qu'on va prendre votre foyer familial, on va regarder un petit peu tout ce qu'on a. Et à l'heure actuelle, si on arrive à une tranche d'imposition de 15%, le fisc français va vous dire que vous devez payer au minimum 20%. Si c'est plus, bien évidemment, on paye plus. La loi fiscale prévoit potentiellement pour l'année prochaine, c'est un projet, d'arrêter ces 20% minimum. Donc peut-être qu'au moins on y sera un peu gagnant, nous, de ce côté-là, au niveau de ce projet, s'il aboutit. Maintenant, je suis toujours résident fiscal américain et je touche... qu'est-ce que dit d'autre la convention fiscale, l'article 18, parce que ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, la taxation du lieu de cotisation, c'est l'alinéa 1 de l'article 18 de la convention fiscale, c'est le premier paragraphe. Il y a deux autres paragraphes qui sont intéressants. Le premier dit la chose suivante: si je suis français et que je cotise un système de retraite et que je suis par exemple muté aux États-Unis pour continuer à travailler, et que, comme l'évoquait Philippe, je continue à cotiser à mon système de retraite français. Je pourrais, pendant les premières années où je vais cotiser, à déduire mes cotisations de retraite françaises de mes revenus américains. Un peu comme un 401k aujourd'hui. Vous savez qu'aujourd'hui, dans un 401k, on peut déduire jusqu'à 10 500 si on a moins de 50 ans, et si on a plus de 50 ans, jusqu'à 24 500 de ses revenus bruts au niveau de la taxation. C'est quelqu'un qui gagne 100 000 $ de revenus et qui contribue 10 000 $ dans un 401k, on va être taxé à 90 000 $. La Convention vous dit, on peut faire la même chose pour un Français qui vient travailler aux États-Unis, qui continue à contribuer à son régime de retraite français. Alors, on ne pourra pas cumuler les deux, on ne va pas avoir un 401k et un régime de retraite français au niveau de la Convention. Et bien la personne qui fait ça va pouvoir continuer à bénéficier de cet avantage fiscal. Le seul petit hic par rapport au premier alinéa, je vous ai évoqué qu'il n'y avait pas de limite, il n'y avait pas de saving clause, c'est-à-dire que même un citoyen américain n'était pas taxable sur ses retraites françaises aux États-Unis. Là, dès cet article 18, alinéa 2 de la Convention, dit que dès lors qu'on a une carte verte, ou qu'on est citoyen américain, on ne peut plus faire ça. Donc en gros, ça ne met pas en cause ce qu'on a fait dans le passé quand on a la carte verte, mais quelqu'un qui arrive, qui a un visa, il va pouvoir le faire jusqu'au moment où il aura cette carte verte. Là, ce ne sera plus déductible fiscalement. Autre chose qu'il faut connaître également, c'est l'abondement. Parce que ça, souvent, on oublie. Quand on vient vivre aux États-Unis, parfois on garde son système de retraite français et son employeur continue d'abonder à la caisse de retraite française. Tant qu'on n'a pas une carte verte ou qu'on est citoyen américain, l'administration fiscale américaine va dire tout l'abondement que met votre employeur ne sera pas taxable comme un revenu aux États-Unis. Ça en est tranquille. En revanche, le jour où vous avez une carte verte, ou que vous êtes américain, et que votre employeur continue d'abonder pour vous en France à votre cotisation de retraite française, ça deviendra un revenu taxable aux États-Unis. Et ça, je peux vous dire que même les grands groupes se plantent tout le temps, oublient de le faire. Mais malheureusement, on pense souvent qu'on est protégé si son employeur ne le fait pas. Maintenant, on n'est pas protégé. C'est-à-dire que si l'employeur ne le fait pas, c'est la personne qui touche cet avantage de le déclarer sur sa déclaration fiscale américaine. Et ça, il ne faut pas l'oublier également parce que c'est un élément qui sera taxable, cet abondement, dès lors que j'ai ma carte verte et que je suis citoyen américain. Enfin, au niveau des cotisations en elles-mêmes, Philippe tout à l'heure a parlé de l'accord de sécurité sociale. L'accord de sécurité sociale, on parle de deux notions. Et souvent, on a tendance à les mixer du côté quand on est expatrié. La notion d'expatrié et la notion de détaché. Un expatrié, c'est une personne qui travaille aux États-Unis, mais qui continue à cotiser au régime volontaire français, type CFE. C'est une contribution volontaire. Ce sont des caisses qui sont volontaires. Donc là, je suis expatrié. Un détaché, c'est une personne qui continue à contribuer aux cotisations obligatoires en France. Donc, qui continue à cotiser à l'assurance chômage, à toutes les autres caisses d'assurance obligatoire française. Là, il est détaché. Donc, un expatrié, dès lors qu'il cotise au régime volontaire, s'il touche un salaire français, il va devoir payer ses charges sociales aux États-Unis. Parce qu'il contribue à un régime volontaire en France, pas un régime obligatoire. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire quelqu'un qui touche un salaire en France, mais qui est inscrit à la CFE dans son bulletin de salaire, donc qui ne paie pas les cotisations obligatoires, ce même salaire, il est censé les déclarer aux États-Unis, à l'employeur, et payer les charges sociales, patronales et salariales américaines. C'est le premier cas de figure. En revanche, un détaché, pendant que les 5 premières années de son détachement, aura la possibilité de ne cotiser qu'au régime français obligatoire, sans payer les cotisations sociales américaines. En revanche, après 5 ans, il aura l'obligation de cotiser dans les deux
s'ils continuent à cotiser au régime français. Là aussi, souvent, on a des gens qui sont envoyés même par des grands groupes et qui oublient qu'après 5 ans, il faut cotiser dans les deux côtés. Et ça, c'est une obligation, c'est pas une option malheureusement. Donc là aussi, il faut bien connaître cette règle. Alors, côté américain, les produits américains classiques, je ne vais pas en parler, je vais en parler rapidement, mais les produits américains classiques, il y en a plein d'autres. Il y a le 401k. Alors, le 401k, il faut savoir, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on a droit à une déduction fiscale jusqu'à 18 500 de cotisations par an si on a moins de 50 ans, et de 24 500 de déduction fiscale quand on a plus de 50 ans. Je le dis tout souvent aux gens qui viennent, mais même si vous venez souvent 2 ans, 3 ans et que vous avez la possibilité de contribuer à un 401k, à ce que votre entreprise la propose, c'est bien de le faire. Parce qu'on a un avantage fiscal, au-delà de cet avantage fiscal, tout l'abondement que va mettre votre employeur ne sera pas taxable aux États-Unis. Donc c'est un avantage réel. Et souvent, quand on arrive, on dit « ouais, mais je suis là que 2-3 ans ». Et c'est dommage parce qu'en fait, c'est même 2-3 ans perdus parce qu'on peut quand même cotiser à ce type de régime de retraite tout en continuant à cotiser à la CFE ou autre en France. Mais au moins, c'est quelque chose, un avantage fiscal qu'il faut saisir. Parce que souvent, même quand on est expatrié, on dit je reste 2 ans, puis au bout de 10 ans, on est toujours là, puis on n'a rien fait. C'est dommage. Donc c'est vraiment des outils fiscaux qui sont intéressants et ce sont des outils financiers aussi. Hein. C'est pour ça que vous avez des gens comme Bank of the West qui sont là justement pour vous aider sur ce type de placement. On a les SEP quand on est indépendant. Les SEP aussi, c'est un bon outil fiscal. Ça vous permet également, dans la limite de 20 à 25%, enfin jusqu'à dans un maximum de 54 000 $ par an, de déduire vos cotisations à ce plan de retraite de vos revenus. On a les Traditional IRA également. Traditional IRA, c'est je cotise dans la limite pareil, j'ai droit à une déduction fiscale de 5 500 par an si j'ai moins de 50 ans et 6 500 par an. On a également le Roth IRA qui, lui, dans tous les cas, malheureusement, là, le Roth IRA, c'est un post-tax, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'avantage fiscal aujourd'hui, mais on en aura un demain quand on va retirer ce Roth IRA. Donc, tout dépend comment on le retire. Au minimum, je ne serai pas taxable sur mes contributions, parfois même, et souvent, s'il est retiré de façon normale, ordinaire, on n'est même pas taxé sur tous les revenus qui seront accumulés jusqu'au moment où on aura cette partie-là. Le Roth IRA, j'attire juste votre attention, où on peut avoir un problème avec la convention fiscale, parce que ce Roth IRA est un type de plan de retraite particulier, puisqu'il n'y a pas de déduction fiscale. Et donc, à ce titre, le risque, c'est qu'en France, il puisse être considéré comme un outil de placement financier. Un outil de placement financier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France dit, pour nous, c'est pas un plan de retraite classique, puisqu'un plan de retraite classique, pour nous, c'est quelque chose où on a une déduction fiscale, on a un abondement de l'employeur. Donc, un Roth IRA peut avoir pour risque, c'est qu'au moment où, si vous êtes en France, au moment où vous percevez ce Roth IRA, on va vous dire que c'est un outil de placement financier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va regarder le portefeuille financier du Roth IRA. Chaque année, on va dire, est-ce que ce Roth IRA a des intérêts, a des dividendes ou a des plus-values? Et si vous êtes en France, quand ce portefeuille bouge, on pourra se retrouver dans une situation où ces revenus seront taxables en France. En revanche, le capital ne sera pas taxable, parce que n'oubliez pas, le capital du Roth IRA, il est post-taxe, donc il n'y a pas eu d'avantages fiscaux au moment de le prendre. Mais ces revenus seront taxés quand vous êtes en France. Mais ça peut être aussi un outil fiscal. Parce que pourquoi? Parce que quelqu'un qui a un Roth IRA avant de rentrer en France, le mieux à faire, c'est d'essayer d'apurer toutes ces plus-values qu'il peut avoir, puisque de toute façon, aux États-Unis, il n'y aura pas d'impact fiscal, puisque le portefeuille restera, c'est juste qu'on va essayer de faire en sorte de ne pas avoir de plus-value latente, et vous arrivez en France avec le maximum de cost basis, ce qui vous permettra en fait de réduire et d'avoir une taxation qui sera très minime. Mais il faut quand même savoir qu'il y a quand même un risque au niveau de ce Roth IRA qui sera considéré comme un plan financier au niveau de l'administration fiscale française. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on a ces plans de retraite? Premier formulaire, j'ai parlé tout à l'heure du formulaire FATCA. Le formulaire FATCA, c'est le formulaire qui est attaché à sa déclaration fiscale, qui est le 8938, dans lequel on doit répertorier ses actifs financiers. Dès lors que ces actifs financiers sont supérieurs à 50 000 $ si on est célibataire et 100 000 $ si on est marié, je dois déclarer l'intégralité de mes actifs financiers. Et dans mes actifs financiers, j'ai mes plans de retraite étrangers. Exception faite des plans de retraite de type sécurité sociale française, retraite obligatoire et complémentaire. Mais tous les autres plans de retraite que je peux avoir, compris dans le cadre d'entreprise ou autre, je dois les déclarer sur mon formulaire FATCA. C'est une obligation fiscale. Beaucoup de gens ne le font pas, ne le savent pas. Qu'est-ce que je dois déclarer? Parce qu'on sait souvent qu'on n'a pas connaissance de la vraie valeur de son portefeuille de retraite. Donc l'administration américaine dit, si vous n'avez aucune information, vous mettez 0, ou à défaut, si vous avez contribué dans l'année ou si vous avez reçu des distributions au cours de cette année, vous les indiquez dans ce formulaire-là. Ça, c'est important de le connaître. Ça, c'est du côté américain. Du côté français,
quand je touche des retraites, je déclare mes retraites. Donc, quand je suis non-résident notamment français, si on est dans cette situation où j'habite à San Francisco, je touche les retraites françaises, il faut faire une déclaration fiscale française, un formulaire 2042 dans lequel je vais répertorier mes retraites françaises, et un formulaire 2041E dans lequel je vais indiquer la retenue à source que j'ai payée, qui était prélevée par mon organisme de caisse de retraite. Problématique du CSG Cervelle, je ne vais pas en parler maintenant parce que ça pourrait durer toute la soirée, je n'ai pas envie de continuer quand même. Je ne vais pas vous abattre. Donc, ça, ce sont les formulaires 2042. Donc, les 2042, c'est quand on va déclarer ses retraites françaises. Hein, il faudra remplir ce 2042-là du côté français. Hein, ce pas des déclarations qui sont très compliquées, mais il faut bien les suivre parce qu'il y a un monsieur qui est venu nous voir tout à l'heure et où l'administration française s'est trompée vraisemblablement. S'est trompé dans le calcul de sa retraite, puisqu'en fait ils ont considéré que l'intégralité de sa retraite était assujettie à un impôt de 20%, alors qu'en fait on a droit à des tranches d'imposition. Donc ils sont partis du principe que toutes les retraites qui étaient indiquées dans la déclaration fiscale étaient des retraites forcément supérieures à 41 000 €, donc qui étaient taxées à 20%. Donc il faut bien faire attention également et bien suivre quand vous recevez votre avis d'imposition qu'il n'y ait pas des erreurs, parce qu'il y en a souvent de l'administration française. 2041E, c'est le fameux formulaire de retenue à source qu'il faut également regarder. Ça, c'est l'adresse. Hein, vous savez que nous, en tant que non-résident fiscal, quand on est non-résident fiscal, on dépend de Noisy-le-Grand. Si demain, avant votre retraite, vous habitez en France, vous êtes résident fiscal français, vous dépendrez du somme des impôts de l'endroit où vous habitez. Mais si vous êtes non-résident fiscal, c'est-à-dire que vous restez résident fiscal américain, vous habitez moins de 6 mois en France, vous dépendrez de Noisy-le-Grand. Enfin, aujourd'hui, nous, habitants ici aux États-Unis, on dépend de Noisy-le-Grand. C'est là où on doit faire toutes nos correspondances. On envoie des déclarations fiscales américaines, sachant que la plupart elles sont maintenant électroniques. Ça, c'est le formulaire 8938. Le fameux formulaire FATCA, désolé, il est un peu tiré, mais c'est le formulaire 8938 dans lequel on doit indiquer justement les plans de retraite dont je vous parlais tout à l'heure, qui étaient autres que les plans de retraite type sécurité sociale. Je vais finir sur 2 points, je dirais même 3, où on a tendance à faire l'amalgame. Souvent, on dit, quand on dit retraite, on dit ouais, j'ai une assurance vie française, c'est une retraite. Non, une assurance vie française, ce n'est pas une retraite. Hein. C'est un outil défiscalisé en France, mais du point de vue américain, vous êtes résident fiscal américain, on a l'obligation, on est taxé sur ses revenus mondiaux, et même si ce sont des revenus qui sont défiscalisés dans le pays de ces revenus, ils seront taxables aux États-Unis. Donc, des assurances vie françaises, j'insiste bien, les revenus dégagés par une assurance vie française sont taxés sur le sol américain. Souvent on me dit oui mais ils sont exonérés d'impôts. Oui, en France, c'est une loi française, c'est pas une loi américaine. Et on a souvent l'erreur de traduction d'ailleurs, hein, c'est ce que je dis souvent, c'est là où tout commence, c'est qu'en général quand quelqu'un va faire sa première déclaration fiscale aux États-Unis et une assurance vie française, son comptable ou son avocat lui dit qu'est-ce que vous avez comme petit placement, et on dit j'ai une life insurance. Et c'est une erreur de traduction. Parce qu'une life insurance aux États-Unis, c'est une assurance décès. Une assurance vie en France, ce n'est pas une assurance décès. On ne reçoit pas une prime, ce n'est pas une assurance sur la tête de la personne. C'est un outil de placement financier. Et souvent, ça part de là, d'ailleurs, souvent les erreurs qu'on fait au niveau des assurances vie, ça part d'une erreur de traduction. L'assurance vie française est taxable, ici, aux États-Unis, sur ses revenus. Après, là où ça peut se compliquer, c'est en fonction de comment il investit cette assurance vie. Le cas plus simple, c'est si c'est un fonds euro, c'est taxable, les intérêts sont taxables de façon normale, comme un savings account. Je touche les intérêts chaque année du fonds euro, parce que là c'est simple. Là où ça peut se compliquer, c'est si mon assurance vie française est investie dans des unités de compte, parce que là je vais être taxé au niveau des plus-values chaque année, et c'est surtout que ça va être considéré comme un outil financier un peu désastreux au niveau fiscal aux États-Unis, ce qu'on appelle les Passive Foreign Investment Companies. Ça veut dire que je vais être taxé de façon punitive sur les plus-values à la tranche marginale d'imposition qui existe aux États-Unis. Donc ça, il faut bien faire attention. J'attire vos attentions sur l'assurance vie française, et surtout qu'on a des obligations déclaratives, hein, les formulaires FBAR, ce qu'on appelle le FIN 114 ou le fameux 8938, il faut déclarer cette assurance vie française. Le risque, c'est que si vous ne le faites pas, et qu'un jour on vient vous taper à la porte, parce qu'un jour ça se fera, parce qu'encore une fois il y a beaucoup d'échanges automatiques, la pénalité c'est 50% par année d'omission. Donc j'ai une assurance vie française de 100 000 € que je n'ai pas déclarée, parce qu'on peut remonter jusqu'à 8 ans. Je n'ai pas déclaré pendant 8 ans, potentiellement, je peux me retrouver à payer sur une assurance vie de 100 000, 50 000 fois 8 ans, 400 000 € de pénalité. Plus d'argent que ce que j'ai sur mon compte. Alors que c'est que l'information à la base qu'on vous demande, hein, à part d'être taxé sur ses revenus, mais c'est que l'information. Donc il y a des programmes de régularisation qui existent aujourd'hui qui vous permettent de limiter les pénalités à 5%.
Hein, c'est des programmes d'amnistie. Et ces programmes d'amnistie existent aujourd'hui. L'IRS a déjà annoncé que dans un horizon de 1 an, ils allaient les supprimer. Ils en ont déjà supprimé un qui va expirer à la fin de cette semaine, fin septembre. Et le plus populaire, qui s'appelle le Streamline, va certainement être supprimé dans 1 an. Après, il n'y aura plus de possibilité de réduire les pénalités. Et l'IRS, encore une fois j'insiste, dans le cadre des accords FATCA, aura les informations de façon automatique. Autre source d'erreur, le PE, plan d'épargne d'entreprise. Il y en a plein de gens qui ont eu des PE en France, qui continuent d'en avoir. Pareil, c'est un placement financier. Donc je dois déjà les déclarer sur tous ces formulaires FBAR, FATCA, mais les revenus de ces PE, les dividendes, les intérêts, ou si demain je liquide ce PE, je suis taxable aux États-Unis. C'est un outil qui est fiscalisé en France, mais pas aux États-Unis. Donc si vous avez des PE, faites attention aux impacts fiscaux que ça peut générer. Pensez aussi à vous régulariser là-dessus. Et la troisième, je conclurai, c'est au niveau des autres plans de retraite. Parce qu'on a parlé tout à l'heure avec Philippe des retraites, mais j'ai eu le cas d'un monsieur la semaine dernière qui m'a appelé. Et ce monsieur, il m'a dit, bah voilà, j'ai touché une retraite, je vais bientôt toucher une retraite luxembourgeoise. J'ai dit, ok, bah c'est bien, luxembourgeoise, ok. Et, donc, vous avez travaillé, vécu au Luxembourg? Il me dit, non. Ok, bon. Et vous étiez où quand vous avez votre employeur a abondé cette retraite? Il dit, bah, j'étais aux États-Unis, c'est mon employeur américain. Je dis, ok. Donc, déjà, on ne peut plus bénéficier des conventions fiscales, puisque ça correspond à des prestations de services qui n'ont pas été réalisées au Luxembourg mais aux États-Unis. 2, il aurait fallu qu'il déclare chaque année les contributions que son employeur a abondées comme un revenu, mais surtout, dans la mesure où ce n'était plus considéré comme un plan de retraite au niveau américain, c'est ce qu'on appelle un non-qualified deferred plan. Ça veut dire que chaque année, ça aurait été considéré comme un outil de placement financier. Donc, il faut regarder comment cet argent a été investi, et tous les revenus de ce placement financier auraient dû être déclarés aux États-Unis chaque année. Ce monsieur, à part qu'il se régularise, ça va être compliqué sa situation. Donc faites attention, si on a d'entre vous aussi qui ont d'autres plans de retraite dans d'autres pays, il faut regarder les conventions fiscales, il faut regarder est-ce que je rentre dans ces critères, et est-ce que je suis à jour aujourd'hui avant de prendre sa retraite. Il faut être à jour. C'est dommage de payer des grosses pénalités sur quelque chose qu'on a cotisé toute sa vie. Donc pensez bien à regarder votre situation fiscale. Donc nous, notre cabinet, on est spécialisé bien évidemment dans ce genre de domaine. On a un bureau à San Francisco, à Palo Alto. Le bureau de Palo Alto est géré par Raphaël, je ne sais pas où elle est là-bas au fond, en rose. Et donc n'hésitez pas à aller voir Raphaël, on a une équipe d'une dizaine de personnes sur Postrix, et on est spécialisé dans ce genre de choses pour vous aider à vous régulariser ou à vous conseiller, que ce soit dans tous les domaines, que ce soit au niveau de l'imposition sur le revenu, ou même si vous avez des problématiques de succession en France ou aux États-Unis, ou des problématiques d'imposition, ou comme on l'a évoqué, de fiscalité franco-américaine. C'est ce qu'on fait, c'est notre métier. Je crois que c'est bon, voilà, vous avez deux personnes, Tony qui est à Palo Alto et Raphaël qui est manager du bureau de San Francisco également. Donc voilà, je crois que maintenant on va passer à Pop of the West qui va nous faire une petite présentation de la partie financière. Et on répondra aux questions juste après.